Numéro de votre émission, le grand jury pour le compte de l'an 2023. Merci et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, nous recevons Dr Ahmed Sow. Il est ancien ministre, aujourd'hui expert international. Docteur, merci de cette énième comparution devant le grand jury. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour mener le débat, Bruno Djito Segevedji. Il est directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir Varou. Bonsoir Bruno. Eladji Chana Takiou, 5 fois ou 3 fois Eladji Chana Takiou. 5 fois, faut pas le diminuer. 5 fois Eladji. N'en déplaise à Abdraman qui est aujourd'hui du côté de la première région du Mali. Chana, merci d'être avec nous. Merci Varou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le ministre, votre observation sur la composition du jury. Bon, Eladji, 5 fois Eladji. Je le connais bien. Bruno, je le connais bien aussi depuis Lomé. Et puis, bon, je suis régulièrement cette émission. Et donc, on doit l'avant-dernière émission avec Clément. Voilà, je suis très comblé de les avoir comme juges. J'espère qu'ils seront cléments. Surtout aujourd'hui, Tiana, je suis à l'heure. Le tribunal est bien composé. Bien composé. Bruno, que vous inspire d'avoir docteur avec nous? Docteur Ahmed Sow comme premier invité du premier numéro de l'année 2023. Je crois que c'est de bon augure, c'est une bonne opportunité. Un invité de marque, un invité de taille, une personnalité de poids, autant au monde politique qu'au monde économique. Donc je crois que l'avoir sur ce plateau aujourd'hui, c'est bien, c'est très très bien. Le décor, ça veut dire que l'année 2023 s'annonce très bien pour le grand jury. Il commence très bien, certainement. Très très bien. Chana. Merci beaucoup. Vous m'avez annoncé que le président Ahmed, le président Sow, était là depuis 20h20. 20h20. La dernière fois, il était légèrement en retard. Ce qui lui a valu quelques récriminations. Oui. Bon, donc les récriminations ont servi. Il était vraiment à l'heure aujourd'hui. Cela dit, vraiment... Je rappelle au passage qu'il est même venu avant vous. Mais moi, l'essentiel, c'est d'être à l'heure. Oui, allez-y. Allez-y. C'est d'être à l'heure. Est-ce que vous voyez? Donc, docteur Ahmed Sow, peut-être je vais emprunter cette expression de Boubé, et je le considère comme un personnage hybride. Hybride en ce sens que il est politique et en même temps technocrate. En même temps technocrate. Donc, il est sur les deux registres. Et c'est ce technocrate, ce homme politique qui accepte les débats. Oui. La dernière fois, j'avais interpellé les intellectuels maliens, les universitaires maliens, afin qu'ils acceptent de débattre. Parce que la nourriture de la démocratie, c'est le débat. Oui. Et je suis jaloux quand je vois au Sénégal le débat qui se fait tous les jours, présentement sur l'éventuel troisième mandat de Macky Sall. Des grands avocats, des professeurs d'université, des docteurs en droit, des étudiants. Les gens débattent. En Côte d'Ivoire, même par rapport aux 46 militaires. Le débat est intense en Côte d'Ivoire. Les hommes politiques, Simon Gbagbo, les journalistes, les avocats, les gens débattent. Et le talon d'Achille de notre démocratie, c'est le déficit de débat. Donc encore une fois de plus, j'interpelle les intellectuels, j'interpelle les universitaires, j'interpelle les formations politiques pour que nous puissions véritablement débattre, dire vrai et agir en vérité pour reprendre Adama Samasekou, pour le bonheur de la démocratie et pour l'intérêt des populations. Le débat sain. Je parle de débat sain. Il ne s'agit pas des insultes, il ne pas de caniveau, non. Argument sur argument. École sur école. Hypothèse sur hypothèse. Il s'agit de ce débat-là. Encore une fois de plus, je ne veux vraiment pas prendre le temps sur ça. D'accord. Vraiment, je pense qu'il est à saluer comme Maître Konaté, je l'ai salué l'autre jour, c'est l'un des rares avocats avec Tapo qui accepte de parler. Il faut que les intellectuels parlent.
Nous sommes en crise, nous avons besoin de débattre. L'accord d'Alger, beaucoup de choses. D'accord. Que nous comprenions sur l'essentiel pour qu'on puisse avancer. Je crois que le message est bien entendu de Il faut débattre. Oui. Il faut débattre sainement. D'accord. Donc vraiment, c'est vraiment à son honneur d'accepter le débat. D'accord. Le grand jury fait de son mieux. Et le débat, ce n'est pas seulement politique, intellectuel, culturel, sportif. Dans tous les domaines, nous avons besoin de ce débat. C'est la nourriture. J'ai envie de saisir cette perche tendue pour demander au ministre qui a quand même une grande expérience dans la gestion de l'État. Pourtant, au cours de cette transition, on vous entend peu en termes de propositions pour aider les autorités actuelles à trouver une solution au problème des Maliens. On vous entend peu. On m'entend peu. Bon, moi j'ai coutume de dire que... En termes de propositions surtout. J'arrive. J'ai coutume de dire que je ne parle qu'en connaissance de cause et je ne parle que lorsque ça me paraît utile. Et si vous regardez, depuis le temps de Ibeka, j'ai fait des propositions. J'avais suggéré à Ibeka de faire une alliance avec Soumaïla, feu, paix à leur âme, pour l'intérêt du pays. Au niveau, en ce qui concerne la transition, j'ai également fait 2 articles de fond, non seulement sur les questions sécuritaires, mais les questions socio-économiques surtout. Et donc, j'avais interpellé même Assimi, le président de la transition, en janvier. J'avais fait une lettre ouverte à Assimi pour dire qu'il faut tout faire pour éviter les sanctions. Bon, effectivement, je n'ai pas été suivi, mais tout juste après les sanctions, j'avais fait une longue interview chez un de vos collègues où j'avais brossé les mesures, les dispositions à prendre pour pouvoir relancer l'économie. Donc, je fais des propositions. La seule chose, c'est que j'aime pas parler dans le vide ou bien essayer d'attirer l'attention. Non, je ne suis pas dans ce registre. D'accord, allez-y Bruno. On peut donc dire que vous n'aimez pas crever l'écran en apparaissant trop régulièrement. Vous voulez mieux réfléchir avant de paraître. Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai atteint un certain âge qui appelle à une certaine sagesse. Et donc, je préfère mûrir la réflexion, livrer. Mais ceci étant, je reste ouvert. Il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent, qui me demandent des conseils, et je les donne. Et puis, j'occupe aussi une certaine fonction de conseil auprès de certaines autorités qui ne permet pas de... C'est hors du Mali, hein? Hors du Mali. Oui. J'ai pas eu la chance de... C'est donc aussi un devoir de réserve? Il y a aussi un devoir de réserve il faut faire très attention. Mais bon, ceci étant, oui, j'ai une certaine frustration de ne pas pouvoir mettre mon expertise au service de mon pays. Mais puisqu'on ne me la demande pas, je vais pas courir derrière. Allez-y, Charles. Oui, moi je voudrais quand même qu'on campe un peu sur l'actualité au chapitre des généralités. Bien sûr, pour parler de ce qui vient de se passer récemment au Brésil. Avec l'élection de Lula, l'ancien président qui était en prison, qui a battu le président sortant. Sur un système démocratique, il a battu le président sortant, qui a organisé les élections. Il a battu le président sortant, qui a organisé les élections. Et c'est un événement. Et celui qui a été battu n'a pas participé à son investiture. 48 heures avant l'investiture, il est parti aux États-Unis d'Amérique et c'est son vice-président qui s'est chargé de la passation. Cette passation entre le président sortant et Lula, avec tout ce que l'on connaît de lui, un ancien président qui bat le président en exercice, candidat à sa propre succession. Quels enseignements peut-on tirer de cette situation? Notre Premier ministre aussi, je rappelle, a participé à cette investiture. Écoutez, d'abord, je pense que ça donne raison à l'ancien président des États-Unis, Obama, qui disait que, en réalité, l'Afrique, mais on peut étendre ça à l'ensemble des pays en développement, n'avait pas besoin d'hommes providentiels, mais d'institutions fortes. On a vu
que les États-Unis ont résisté à la folie trumpiste, et puis que le Brésil est arrivé, malgré tout ce qui a été fait, à ce que ces élections puissent se tenir et que Lula puisse gagner et qu'il y ait une passation de pouvoir, même si Bolsonaro n'a pas reconnu ouvertement sa défaite et que 48 heures, comme vous le dites, il est parti. C'est d'abord un enseignement important pour la démocratie. Et surtout que c'est la solidité des institutions qui est la soupape de la démocratie. Ensuite, c'est une très bonne nouvelle pour le monde. N'oubliez pas que l'Amazonie, avec le bassin du Congo, constitue les poumons de la Terre. Et que des 5 années de Bolsonaro, ça a engendré 40 000 hectares qui sont partis comme ça. Et donc, il y avait une sorte de menace réelle sur la planète. Et je crois qu'une des mesures que Lula va prendre, il a déjà commencé à activer les institutions de protection de l'environnement pour que le Brésil puisse respecter ses engagements, notamment au niveau de la COP10. Ça, c'est extrêmement important, c'est une bonne nouvelle pour le monde et je pense que c'est un enseignement à tirer pour l'ensemble des pays. Monsieur le ministre, on va revenir au Mali et nous savons que vous avez été très proche de Feu Soumaïla Cissé. Aujourd'hui, la justice est en train de départager ses héritiers politiques. Où est-ce que vous vous situez par rapport aux deux camps qui s'affrontent devant les juges? Bon, moi je crois que j'avais répondu déjà à cette question. Oui. Et que je suis très peiné pour Soumaïla, parce que Soumaïla, paix à son âme, a œuvré toute sa vie pour l'unité, pour l'union. Et que quand il a été libéré, je l'avais vu à Dakar, on avait eu un long entretien. Une des premières choses qu'il m'avait dit, écoute Ahmed, la faiblesse de notre démocratie, c'est l'émiettement politique. Il faut qu'on fasse des alliances. Il est extrêmement important. C'est à ce moment-là qu'il m'avait demandé de rejoindre l'URD. Votre parti était en passe de fusionner même Mais nous, on a même dissous notre parti qui n'existe plus en réalité pour fusionner à l'URD. C'est entre-temps que les divisions ont commencé. Moi, j'ai dit que bon, je ne suis pas venu pour participer à une division d'un camp contre l'autre. Bien au contraire, moi, je venais pour renforcer l'URD, pour renforcer l'unité du parti, afin de respecter les idéaux de Soumaïla. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on se retrouve à un tel déchirement, je me félicite de n'avoir pas pris part à ça. D'accord. Oui, mais docteur Ahmed Sow, vous demeurez a priori un vice-président de l'URD. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour recoller les morceaux? Est-ce que vous avez parlé aux protagonistes? Est-ce que vous avez tenu des assises, des entretiens avec les deux pôles là? Peut-être vice-président du bureau de quelqu'un, il faut le déterminer certainement. Vice-président du bureau du BEN avant la division. Oui, bon, mais on n'avait pas signé l'accord définitif. Donc, je dirais que je ne suis pas vice-président de l'URD en tant que tel. Mais les statuts de l'URD disent que chaque fois qu'un chef de parti intègre, il devient vice-président. C'était prévu, c'était chose, mais tout était OK, hein. Pas voulu signer finalement parce que je voyais cette division-là. Donc moi, le seul souhait que... moi, j'avais émis à l'époque que si c'était une question d'homme, surtout que de positionnement par rapport à la présidentielle, j'avais dit qu'on puisse trouver un ancien qui puisse permettre à l'URD d'aller à cette élection et puis qu'à suite, maintenant, on fasse un véritable congrès pour voir qui avait l'emprise sur le parti. Bon, c'était une de mes propositions. Et j'avais pensé à l'ancien Premier ministre, aux deux anciens Premiers ministres, dont l'un a été président de l'Assemblée, qui est malheureusement décédé, Younis. Bon, donc, voilà. Bon, et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'au Mali, au lieu qu'on se mette ensemble pour peser, au nom, c'est la division. Si vous regardez tous les partis, ça a toujours une succession de divisions et qui affaiblissent ces partis politiques. Allez-y, Chana. Oui, M. Sidibé, vous êtes allé rapidement au niveau du plat de résistance. Moi, je voulais encore poser une question de généralité, actualité oblige, parce que j'ai devant moi un homme qui suit l'actualité, un homme cultivé. La situation aux États-Unis d'Amérique. Le Congrès américain est bloqué depuis quelques jours. Le Congrès peine à nommer son président parce que les radicaux
du parti républicain bloquent cette élection. Quelle instruction, quel enseignement encore à ce niveau-là? Parce que c'est une grande démocratie. Est-ce que c'est l'affaissement de la démocratie américaine qui commence ou qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est les conséquences du vote de Trump. Donald Trump reste à une certaine emprise, c'est une partie du Parti républicain. Heureusement qu'il n'a pas eu un second mandat, parce que le monde aurait été invivable. Et maintenant, il cherche à revenir et par ce biais, il essaie de contrôler le Parti républicain. Alors, il y a certains républicains qui ne sont pas de cet avis-là. Mais les trumpistes restent quelque part majoritaires. Donc, ils sont en train de poser toutes sortes de conditions pour que le prochain speaker puisse accepter leur politique d'extrémistes de droite en réalité. Et je crois que c'est une bonne chose qu'ils étalent leur division face aux Américains, ce qui va quelque part donner un certain souffle à Biden et aux démocrates, et que cela, il faut espérer qu'en 2024, un autre extrémiste ou Trump ne revienne au pouvoir aux États-Unis, parce que ce serait gravissime pour le monde. Après avoir envahi le même Congrès, aujourd'hui on bloque le Congrès, est-ce que... C'est une crise de la démocratie. C'est une crise de la démocratie parce que quand même les États-Unis, ce sont les maîtres de la démocratie. Quand on a vu quelque chose qui s'est produit comme en Allemagne, en Turquie, la démocratie a-t-elle en crise? Il y a des questionnements sur la démocratie à l'occidentale, tel que ça a été posé après les choses, en tout cas de cette façon-là, après la Seconde Guerre mondiale. Pour dire que rien n'est un acquis définitif. Il n'y a pas d'acquis définitif. Donc, il y a des questionnements sur la démocratie. Elle a montré ses limites. Elle a montré aussi que l'argent joue un rôle extrêmement important, notamment dans des pays comme les États-Unis où les lobbyistes jouent un grand rôle. Je pense lobbyistes des armements, lobbyistes de la cigarette, etc. Qui, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est extrêmement difficile de devenir gouverneur ou même président des États-Unis. J'ajoute, pour terminer rapidement sur ce chapitre, que il y a aussi un grand problème, c'est que le temps de la démocratie politique ne concorde pas avec le temps de la démocratie économique ou des réformes économiques. La démocratie, on se pose la question si le temps n'est pas trop court. Regardez, aux États-Unis, ils sont en perpétuelle campagne. Dès qu'on a fini les présidentielles, c'est les élections à mi-terme. Et après, ils commencent la campagne. Donc, en général, le président peut perdre sa majorité au Parlement ou au niveau du Sénat. Et ensuite, ça devient un exercice, un arbitrage extrêmement difficile. Et même quand le président a des bons programmes, comme par exemple le programme de relance économique de Biden, il est limité dans l'application de ce programme-là. Oui, il y a une interrogation sur la démocratie à l'occidental. Bruno, allez-y. Au-delà de la démocratie à l'occidental, pour quitter un peu le terrain de la généralité, pour venir vers notre sous-région. Les 2 dernières années, 3 coups d'État dans la sous-région, le Sahel, le Mali, le Burkina et la Guinée. Et aujourd'hui, ou bien récemment, les chefs d'État parlent de mettre en place une force anti-putsch. Quelle est votre analyse par rapport à tout ça? Pourquoi il y a cette appréhension, cette tendance plus ou moins naturelle entre guillemets vers les coups d'État et les dirigeants qui sifflent là-haut là? Non, la meilleure arme contre le coup d'État, c'est la bonne gouvernance. Absolument. Quand vous gérez bien votre pays, quand vous vous posez comme seule question, avant toute décision, quel est l'intérêt de mon pays, quel est l'intérêt des populations, et que vous prenez les décisions, même si vous commettez une erreur, c'est de bonne foi. Mais quand on vient au pouvoir pour soi-même et qu'on laisse les choses se passer, la corruption qui gangrène nos sociétés, et avec l'apparition de la misère un peu partout, comment voulez-vous que les populations ne sortent pas? Et quand les populations sortent, ça permet aux militaires de venir jouer à l'arbitre. Donc, il est évident que la seule réponse valable, c'est la bonne gouvernance. Maintenant, on peut prendre des dispositions anti-push, mais encore faudrait-il que ceux qui veulent prendre ces décisions, eux-mêmes respectent leur constitution, n'aillent pas vers des 3e mandats, par exemple. Donc, je crois que la seule, encore une fois,
Parce qu'on rentre dans un monde incertain et un monde de plus en plus difficile. Vous parlez de notre sous-région. Si on ramène ça au Sahel, nous avons les menaces climatiques, on n'a pas une idée de ce qui nous attend sur le plan du climat. Au-delà de ça, il y a une croissance démographique forte. Actuellement, au Mali, on est 21 800 et quelques mille, 60% en moins de 25 ans. Alors, la demande sociale. Il y a une demande forte. Oui. Et qu'est-ce qui est entrepris? D'ailleurs, si vous permettez, j'ouvre une parenthèse. C'est ce que le président de l'Algérie, Tebboune, a dit récemment sur le Figaro. Il dit que sa crainte, ce n'est pas les djihadistes, dans le sens galvaudé du terme. Et il pense qu'à terme, on pourrait arriver à battre ces djihadistes. Et moi, je suis convaincu de cela parce qu'ils ne proposent aucune solution. Ils sont des forces de destruction. Mais il n'y a aucun agenda réel. L'Algérie a gagné contre ces terroristes. Voilà. Et donc, lui dit, pour le Sahel, il pense demain qu'on pourrait vaincre. Mais sa grande crainte, c'est l'installation d'une misère durable dans le Sahel. Une paupérisation qui risque d'être engendrée des problèmes très durs pour notre région. Et c'est pour cela qu'il conclut que la solution, le problème, c'est 20% sécuritaire, 80% économique. D'accord. Et de passage, il a lancé des pics envers les autorités de la transition. Il a dit, au lieu d'entretenir Wagner, il faudrait investir cet argent-là dans le développement du pays. Oui, il l'a dit. Il a dit. Un commentaire? Alors, je dirais que... Parce que l'Algérie est un partenaire quand même stratégique dans le cadre de l'accord issu du processus d'Alger. Ils ont joué un rôle important, mais moi, personnellement, je dirais que l'Algérie était un voisin avec lequel on doit composer, mais souvent qui nous a posé beaucoup de problèmes. Alors, absolument. Si on a un temps, oui, on va parler brièvement du pétrole, oui, mais je voulais épuiser sa question d'abord. Oui. Donc, je crois que tout pays a le droit de donner ses priorités. Alors, maintenant, le dispositif militaire qui est pris, il faudrait que on puisse voir les résultats. Parce que une chose est de dire nous diversifions nos partenariats, ce qui est tout à fait légitime pour un pays. Maintenant, pour quels résultats? Et dans combien de temps? Il y a une évaluation qui doit être faite et à partir de là, de faire les rectifications nécessaires. Maintenant, moi je ne vais pas rentrer dans le débat Wagner ou pas parce que je n'ai pas des éléments. Je n'ai pas été dans le centre pour voir, donc je ne sais pas. C'est pour cela, c'est de la même façon, quand on parle de montée en puissance de l'armée, je ne fais pas de commentaires parce que la seule chose... Vous jugez au résultat. Je juge au résultat. Pas de données quantifiées. Je n'ai pas de données quantifiées. Mais ce qui est important, qu'on peut dire, vraiment pour les autorités de la transition, je parle notamment des militaires. Moi, je l'ai dit que je ne les connaissais pas. J'en ai rencontré un seul Ouagui en tant que ministre de la Réconciliation. Je ne les connais pas. Le jugement que j'ai sur eux, je le tiens de ATT, paix à son âme. ATT m'a dit, Ahmed, ce sont des jeunes qui ont gagné leur galon sur le terrain. Et donc, je constate que sur ce plan-là, ils ont redéfini une politique et une stratégie militaire. Ils ont donné une certaine confiance à l'armée. Souvenez-vous, dès qu'on tirait une balle, l'armée malienne défalade. Et moi, j'ai un capitaine que j'ai vu une fois qui m'a dit, mais on ne va pas se faire tuer pour Karim. Bon, aujourd'hui, l'armée est là, l'armée attaque, l'armée a pris confiance en elle-même. Il y a une formation qui est donnée, il y a des équipements qui sont acquis, mais ceci étant, la lutte contre le terrorisme est une lutte à longue haleine. D'accord. Donc, c'est de longue haleine. On va véritablement évoluer. Hein? La vie chère, la flamme des prix, c'est quand même le quotidien des Maliens aujourd'hui. Quelle proposition de solution? Écoutez, ça commence déjà par dire la vérité aux gens. Moi, je trouve qu'il y a trop de langue de bois au Mali. On essaye peut-être d'attirer les gens sur des problèmes externes, etc. Non. Il y a un chef d'État qui m'avait demandé une fois,
Qu'est-ce que je lui propose? J'ai dit matin, soir, midi, travailler pour votre population. En définitive, ce qui va compter de votre passage là, parce que ce n'est pas éternel, c'est ce que vous aurez fait pour votre pays. Donc, la seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est de tout mettre en œuvre pour que les Maliens puissent manger à leur faim. Il y a un risque majeur. Aujourd'hui, il y a 3 millions de Maliens qui sont sous assistance alimentaire. À la période de soudure, c'est-à-dire dans 3 mois, il y aura 7 à 8 millions de Maliens qui seront sous assistance alimentaire. Donc les grandes phraséologies, les choses, les événements, les choses, ça ne règle pas ce problème. J'emprunte la phrase de Assimi, même qui aurait dit « Tout ce que nous dirons, si les gens n'ont rien dans le ventre, ils ne pourront pas nous écouter. » Donc ça, c'est un risque majeur pour le pays. Cette année, on est déjà en 2023. On ne sait pas très bien ce que les récoltes vont définitivement donner, mais il y a des risques réels de pénurie alimentaire. Il y a une incertitude alimentaire au Mali. Ensuite, les prix flambent. Les prix flambent, ce n'est pas la faute du gouvernement. Les prix flambent parce qu'il y a le post-Covid. Les prix flambent parce qu'il y a la guerre russo-ukrainienne. Et à cause de ça, les denrées alimentaires ont flambé, les hydrocarbures ont flambé. Donc, nous prenons pleine figure cette conséquence de la situation internationale. Oui, mais M. le ministre, ce n'est pas parce que aussi qu'il n'y a pas de suivi derrière toutes ces subventions faites par le gouvernement, accordées au gouvernement, les par réglementations des prix aussi. Aux importateurs, par exemple. C'est quand on fait une comparaison avec les pays de la sous-région, on constate qu'ici, c'est encore plus cher. Oui. Vous avez touché du doigt un des grands problèmes maliens. C'est le suivi. Nous avons tous les textes qu'il faut. Nous avons toutes les dispositions qui doivent être prises, qui sont arrêtées. Sauf que dans la mise en œuvre, il y a des défaillances. C'est chronique. Ça a toujours été comme ça. Vous prenez n'importe quel secteur. On parle de l'or, toutes les dispositions sont prises. Normalement, le Mali doit tirer entre 55 et 56%. Mais quand on passe en revue comment ça se passe concrètement, on voit que la mise en œuvre pose problème. Et c'est dû à quoi? C'est culturel, c'est quoi? C'est lié à l'être humain ou... La mise en œuvre pose problème. Vous avez été ministre. Est-ce que vous, lorsque vous étiez aux affaires, la mise en œuvre aussi a posé problème? Toujours. C'était une question de méthodologie et d'organisation. Vous allez me donner 2 minutes pour que je vous dise allez-y, comment c'est que j'avais fait. Moi, j'ai commencé à dire à mes conseillers, personne ne rentre dans mon bureau pour dire, monsieur le ministre, nous avons un problème. Vous dites, il y a un problème, vous me proposez 2 solutions. 1. Deuxièmement, voilà les objectifs que je vous fixe. Je veux par exemple qu'il n'y ait pas de coupure d'eau au mois de avril-mai à Bamako. Pour cela, il faut tout faire pour que nous mettons la station mobile de Bako-Djikroni et de Magnambou. Voici le chronogramme. Je veux que le président de la République inaugure ça tel jour, tel jour. Et à partir de là, on fait un rétro-planning. Et c'était clairement dit qui doit faire quoi. Et les conseils du cabinet, c'était pas chose, c'était sur la mise en œuvre de ces programmes-là. 1. 2. Lorsque je donnais une instruction, et j'avais demandé à mes collaborateurs, ils m'écoutent, une seule faveur, laissez-moi le vert. Écrivez en rouge, écrivez en bleu, tout ce que vous voulez, mais le vert, laissez ça au ministre. Et quand moi je donnais des instructions, je disais, je vous impute ce dossier. Je veux que vous me rendiez compte tel jour. Donc, quand cela sortait, la secrétaire notait dans un cahier. Le Ségal venait prendre ce cahier, faisait un tableau Excel. 2 semaines, il disait au conseiller ou à l'attaché de mission, voilà, le ministre doit vous recevoir tel jour sur tel dossier. Mais ce bonhomme, il ne peut pas venir s'asseoir pour me dire des choses. Il doit me dire ce que je lui ai demandé précisément de faire. 3e chose, j'ai mis un banal cahier de présence. Un banal cahier. Et Dieu seul sait, je n'ai jamais regardé ce cahier. En disant, la seule chose que je vous demande, si vous venez en retard, marquez que vous êtes arrivé et donnez la raison. Si vous sortez, marquez et dites la raison. Certains ont cassé la jambe de leur fille, enterré leur grand-mère, etc. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte. Mais c'est moi seul qui est en train de remplir le cahier. Et les gens, je vous assure, allaient travailler dans ce département samedi, dimanche.
Et tout ce processus, pour quel résultat? D'accord, vous avez pris des initiatives, Alors, est-ce que si vous avez eu des résultats, est-ce qu'au niveau de EDM et de l'eau, on s'est toujours dans cette situation? À l'époque, Pour quel alors résultat? je vais d'abord le bouclage du financement du barrage de Taoussa. Deuxièmement, Sopam. Depuis Modibo, on parle de Taoussa jusqu'à présent. Non, mais c'est pas de mer. Hein. Non, c'est pas. Jusqu'à présent, non, c'est bouclé, mais on ne voit pas l'argent. Non, l'argent, c'est au niveau de la Banque islamique de développement, le financement est bouclé. Au moment où on s'apprêtait à poser la première pierre, le conflit a commencé. D'accord. Et c'est ça l'explication. Okay. J'ajoute l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai été signé. On est endetté à des milliards et des milliards aujourd'hui. Ah oui, on est endetté parce qu'on ne paye pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le courant est fourni. J'ajoute que Sopam, 42 mégas. Ensuite, au niveau de l'OMVS, je parle sous le contrôle de l'ancien haut commissaire de l'OMVS, le barrage de Felou. Non, Merzouk, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Le financement, c'est moi qui ai été bouclé avec lui. Aussi bien finalisation de Felou que le barrage de Gouina. Okay. Donc, sur ce plan-là, ça, je parle uniquement de l'énergie. J'avais entamé une réforme du secteur de l'énergie pour dissocier le secteur de l'eau, qui est un bien social, de l'énergie, qui est un bien économique. Alors cette réforme, après moi, on l'a galvaudée pour créer 4 ou 5 services qui n'avaient pas de sens. Allez-y Bruno. Je peux continuer si vous voulez. Oui, allez-y Bruno. Si on peut quitter votre département pour venir à la transition. Vous disiez récemment qu'il faut arrêter avec la fuite en avant. Parlant de la gouvernance des militaires dont vous parliez tout de suite. Il faut arrêter avec la fuite en avant. Il faut surtout éviter les courants populistes. Aujourd'hui, on sent quand même que c'est ce qui se dit dans le discours officiel, une réaffirmation de la fierté du Malien par rapport à la souveraineté réaffirmée. Le 14 janvier tout prochain sera la journée de la souveraineté retrouvée. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça là? Je ne reprendrai pas à mon compte les expressions utilisées. Pourtant c'est... Non, mais j'ai dit qu'il faut éviter une fuite en avant, qu'il faut éviter de faire dispersion et qu'il faut s'attaquer au problème réel du pays. Avec le pseudo-patriotisme, vous avez... Bon, je n'ai pas parlé de pseudo-patriotisme, mais admettons. Ce qui est sûr et certain, c'est que la souveraineté, ce n'est pas une question d'affirmation, c'est une question d'acte. Et la souveraineté commence par donner à manger à ses populations. Commençons par là déjà. La souveraineté, ça veut dire l'école pour tous. Donc, battons-nous pour réouvrir les écoles. La souveraineté, c'est le bien-être d'abord des populations. Essayons d'augmenter le revenu des populations. Et ça veut dire que les autorités actuelles ne sont pas sur le chemin de la souveraineté. Ça, c'est à vous de juger. Moi, c'est que je vous pose la question. La souveraineté par rapport à la communauté internationale. Les Maliens ne sont-ils pas aujourd'hui fiers d'avoir tenu tête, d'avoir résisté, de ne pas se faire dicter leur comportement, leurs actions? C'est pas ça, la souveraineté. Il va falloir qu'on se comprenne sur la définition de cette souveraineté d'abord. Il donne sa réponse. Allez-y. Alors, je dirais que il y a eu une certaine affirmation de la souveraineté. Une certaine affirmation de la souveraineté et beaucoup d'intellectuels maliens, beaucoup de Maliens ont repris ça. Et donc, il y a une certaine fierté retrouvée des Maliens. Ça, c'est quand même un certain acquis. Fierté retrouvée en lieu et place de souveraineté retrouvée. Hein? Non, parce que la souveraineté, c'est une question de définition. Pour moi, la souveraineté, ça commence par donner à manger à son peuple. D'accord. Et que le budget, il soit un budget souverain aussi. Or, aujourd'hui, il y a un casse-tête budgétaire 2023. Un déficit de près de 700 milliards. Il y a 700 milliards de déficit. On ne sait pas comment on va... Qui manque à l'appel. Oui, on ne sait pas comment on va financer parce qu'on s'est fâché avec beaucoup de gens. Un déficit, mais on demeure nous-mêmes quand même, non? Vous ne trouvez pas? Dans l'esprit du 14 janvier. Oui, mais vous voyez, il y a deux choses. Je vais essayer de vous résumer d'une certaine façon. Allez-y. Vous êtes chef de famille. Vous dites, moi Bruno, je ne veux plus que personne ne parle des problèmes de ma famille. D'accord? Voilà, je suis souverain, je m'assume. Je gère moi-même. Je gère ma famille et que personne ne s'y mette. D'accord? Sauf que vous avez du mal à nourrir votre famille. Sauf que votre cousin vous aide
nourrir. Je leur dis d'être résilients. Je leur dis d'être résident, de se serrer la ceinture. Pour combien de temps? D'accord. Non. Pour peu qu'on soit fier de ne pas se faire passer de la nourriture par-dessus le mur. Ah ouais, mais alors, vous faites comment? Éternellement. Vous allez résoudre ce problème comment? D'accord, allez-y, la réponse est bien. Monsieur le ministre, quand on parle de gouvernance, on parle de redevabilité. Quand on parle de gouvernance, surtout vertueuse, on ajoute souvent ce qualificatif-là, on parle également de la justice sociale, de lutte contre l'impunité. Votre commentaire par rapport à ça? La redevabilité, la lutte contre l'impunité et bien sûr la justice sociale. Est-ce que nous sommes sur le chemin? En tout cas, il peut y avoir des intentions, mais la route reste longue. Elle reste longue, et donc il va falloir que nous passons beaucoup plus à l'acte qu'à la parole. Le verbe n'a jamais résolu les problèmes. Il est important que les actes soient posés. Certains ont été posés, mais on n'a pas été au bout. Aujourd'hui, les Maliens se posent la question sur ce qui a pu se passer. Pourquoi ces gens ne sont pas encore jugés? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques-uns qui ont été arrêtés, mais tout le reste. Et ce qui m'inquiète de plus, c'est qu'on voit même certains qui ont été des fossoyeurs de ce pays. En tout cas, selon ce que nous avons pu constater, même si nous n'avons pas de preuves juridiques matérielles, mais qui continuent à se pavaner dans des grosses voitures. Vous faites allusion à qui? Non, je vais ça citer des noms publiquement. Mais on sait ce qui se passe. Donc, ce qui encourage une certaine impunité. Parce que si eux, ils ont pu passer entre les mailles, pourquoi pas demain, d'autres ne le feront pas, en sachant qu'eux aussi, ils vont pouvoir bénéficier de ça. C'est pour cela que moi, je dis que le facteur le plus important, ce qui va déterminer l'avenir du Mali, ce sont les prochaines élections. Nous l'avons souvent dit, il ne faut pas louper ces élections, mais celle-là, ou celle-ci, c'est vraiment la dernière chance. Nous la loupons. La transition est toute trouvée par rapport aux élections. Le chronogramme, êtes-vous optimiste qu'on va tenir la présidentielle en février 2024? L'essentiel est qu'on organise des élections transparentes, et je vais dire sous quelles conditions. Et que s'il y a un léger, ça ne n'engage que moi, un léger décalage de 3 à 6 mois, c'est pas grave. L'essentiel est qu'on respecte le choix des Maliens. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit que tous les gens qui ont des dossiers avérés au niveau du pôle économique, au niveau de toutes les instances de choses, qu'on les mette de côté. Qu'on limite le budget des campagnes en se donnant les moyens de pouvoir vérifier. Parce que si nous laissons encore l'argent gagner ces élections, ou bien qu'on prenne des gens qui n'ont aucune expérience, qui n'ont aucune capacité, et qu'on les aide à venir en disant, voilà, ils vont nous retourner l'ascenseur ou bien ils vont faire ceci ou cela, c'est le Mali qui va en pâtir. Et là, on ne pourra plus se relever. Les défis sont énormes, immenses. À mon avis, on ne pèse pas suffisamment la fragilité économique de ce pays. Donc, il faut des ressources humaines de valeur pour que le Mali puisse s'en sortir. Sur un tout autre plan, pour reprendre Bali Direza Sissoko, sur un tout autre plan, monsieur le ministre, nous avons assisté récemment à un simulacre de procès concernant les 46 militaires ivoiriens condamnés à des peines 49, condamnés à des peines lourdes. Et depuis, peut-être je ne dirais pas le monde entier, mais quand même, les Maliens et les Ivoiriens attendent une grâce présidentielle qui tarde à tomber. Et le président Faure était là hier. Qu'est-ce qui explique cette situation, ce retard, malgré l'engagement et la diplomatie du président malgré le mémorandum et Adema. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce retard de la grâce présidentielle tant attendue et tant souhaitée? Je ne suis pas dans les secrets du président. On sait que vous avez des attachements avec Lomé, donc vous pourrez peut-être avoir de grandes oreilles par rapport à ça. Si c'était le cas, je ne le dirais pas publiquement, mais je pense que c'est peut-être simplement technique. Parce que quand il y a des choses, une condamnation, il y a toute une procédure qui doit suivre la condamnation. Et ensuite, maintenant, je pense aussi que le Mali voudrait s'assurer, parce qu'il y a des engagements qui ont été pris de l'autre côté, que le parrain
puisse assurer que ces engagements seront respectés. Pour moi, c'est une question de quelques jours. Vous parlez de quel engagement? Bon, les Ivoiriens ont pris des engagements aussi. Lesquels? Je ne connais pas en détail ces engagements-là. Mais que dites-vous par rapport au président Faure? Bruno, il termine. Oui, il a presque terminé Non, par non, rapport vas-y. le président Faure qui disait hier, je reviendrai à Bamako et je ferai une déclaration. Alors les gens sont dans des supputations. C'est ce qu'il disait hier. Certainement que c'est les derniers La fumée blanche. les derniers arbitrages qu'ils sont en train de faire pour s'assurer, parce que ça a été une négociation longue et délicate. Et c'est pour cela que d'ailleurs, je crois qu'il faudrait saluer vraiment la façon dont le président Alassane Dramane Ouattara a géré ce problème avec beaucoup de sagesse. Parce que, vous voyez, sur cette question de décès... Et ne pas saluer aussi la manière dont Assimi a géré le problème. Non, je ne parle pas de jugement lorsqu'on parle à l'international comme ça. Fais attention pour ne pas fragiliser mon pays davantage. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que moi, quand on m'a parlé de déstabilisation, de 49 militaires, etc., je n'ai pas le fond du dossier, je ne peux pas me prononcer. Mais je me suis posé une question. Est-ce que la Côte d'Ivoire avait besoin d'envoyer 49 militaires pour déstabiliser le Mali? Il y a 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. On demande, il y a au moins 5 millions de sans-papiers, on les fait sortir. Est-ce qu'il y a, ça, ce n'est pas la déstabilisation totale? Donc, franchement, le Mali est un pays de bons, qui a nécessairement besoin d'une politique de bon voisinage. Vous avez écouté les transporteurs maliens? Ils disent, ce sont les transporteurs qui disent que partout ils partent, ils sont bien traités. Ils sont bien traités au Ghana, ils sont bien traités en Guinée, ils sont bien traités en Mauritanie, ils sont bien traités en Côte d'Ivoire, ils sont bien traités au Sénégal. Que par contre, quand les autres chauffeurs viennent au Mali, ils sont fatigués. Les tracasseries routières. Il faut vraiment qu'on se regarde dans les yeux, dans ce pays-là, qu'on s'asseye et qu'on dise, mais il faut changer tout ça. Pour moi, c'est ça, la vraie refondation. Monsieur le ministre, il y a 2 mois, le Mali a décidé de suspendre certaines ONG françaises et sur ce financement français. Déjà, est-ce qu'une décision bien inspirée? Pas du tout, de mon point de vue. Pas du tout. Parce que... Ça entre dans le cadre de la réaffirmation de la souveraineté. Oui. Souveraineté mal comprise, hein? Alors. On n'a pas la même conception de la souveraineté. Et je vous l'ai dit, ces ONG servaient à quelque chose. Je prends le risque encore que d'autres aillent crier que je suis pro-français. Je ne suis ni pro-français ni anti-russe, je suis malien. D'accord? Et de ce point de vue, comme je l'ai dit, il y a un seul critère, il y a une seule question qu'on doit se poser. Quel est l'intérêt du Mali? Quel est l'intérêt des populations maliennes? Et dans cette décision, qu'est-ce que vous voyez? Quel est l'intérêt des populations maliennes qui bénéficiaient des actions de ces ONG, qui sont dans l'humanitaire? Si l'État avait été présent, on n'aurait pas besoin de ces ONG-là. Donc, le drame, ce qu'il faut éviter absolument, c'est rentrer dans des problèmes comme ça. C'est-à-dire, on définit un concept et on se positionne, on détermine ses actes par rapport à ça. C'est pas ça. Ce qu'il faut, encore une fois, il n'y a qu'en fin de journée, à la fin des fins, à la fin de l'histoire, ou au commencement d'une autre histoire, la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai apporté concrètement aux populations. C'est ça qui compte. Ce n'est pas la phraseologie. Ce sont les actes concrets qu'il faudrait poser. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui dans ce pays. Encore une fois, qu'on s'asseye, qu'on se regarde, qu'on se dise. Et ceux qui le disent, oui, les laudateurs vont dire, il est contre ceci, il est contre cela. Moi, je ne suis contre personne. Je n'attends rien. Et je pense simplement que celui qui te dit la vérité n'est pas ton ennemi. Au contraire. D'accord. Si quelqu'un, comme on dit dans notre dicton populaire, si quelqu'un ne te dit pas la vérité, va payer ton ennemi pour qu'il te dise la vérité. D'accord. Chahana Takiou. Oui, monsieur le ministre, vous avez parlé tantôt en évoquant l'économie avec le trou de 700 milliards qu'on enregistre au niveau du budget national et vous posez la question, où est-ce qu'on peut trouver cet argent-là étant donné que nous nous sommes brouillés avec tout le monde? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la diplomatie malienne est une diplomatie de va-t-en-guerre?
On doit changer de fusil d'épaule. On peut plutôt penser à une diplomatie apaisée et une diplomatie de développement. Maintenant, on peut penser à ça, mais est-ce que notre diplomatie actuelle est ça? Une diplomatie qui est en querelle avec tous ses voisins, qui est en querelle à l'international avec l'Union européenne, qui est en querelle avec FMI, Banque mondiale. Est-ce que ça, c'est une diplomatie apaisée, une diplomatie dont le pays a besoin aujourd'hui? Non, on n'est pas en querelle, Dieu merci, encore avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Nous sommes en querelle avec la France, nous sommes en querelle avec certains pays de l'Union européenne, nous ne sommes pas en querelle avec les États-Unis et il faut faire très attention. Parce que Joe Biden, toute sa vie, il a prôné les droits humains et le droit des minorités. Donc il veille. Et tant qu'il y a des émissions comme ça, où on peut venir parler librement, tant que Rajbak peut parler, tant que Maître Kassoum Tapo peut parler, ça c'est des boussoles pour les Américains. Le jour où on interdit ça, alors là, les Américains vont prendre une autre attitude. Et c'est là où on aura des difficultés énormes. Parce que dès que les États-Unis diront non, le FMI et la Banque mondiale vont suivre. Pour le moment, on n'est pas dans ce schéma. Il y a une facilité rapide qui a été déterminée de 200 millions de dollars pour le Mali qui va venir. Donc, et il y a aussi, quand même, ça c'est à dire, que tous les économistes ont été étonnés de la résilience de l'économie malienne. C'est ça. Quand même, malgré les sanctions... Dit aux agents économiques. Il dit cette résilience. Il dit aux agents économiques du Mali ou au gouvernement. Ah, mais... vous voulez parler Non, non, j'ai dit les agents économiques, c'est-à-dire les acteurs économiques. Les acteurs économiques. Non, bon, et vous savez, en termes d'économie, c'est l'ensemble. Le gouvernement définit la politique économique, les acteurs jouent leur jeu sur le terrain économique. Mais il faut saluer cette résilience-là de l'économie malienne. J'ajoute aussi que, même au niveau des perspectives, la situation... Au niveau macroéconomique, ce qui n'a rien à voir avec l'assiette de la ménagère. Il faut bien faire la distinction entre ces concepts macroéconomiques. Mais quand on est sur ce terrain-là, les perspectives ne sont pas aussi catastrophiques. Certes, l'inflation est de l'ordre de 8%, mais il est possible qu'elle redescende au-dessus de 5%. Premièrement. Deuxièmement, nous avons fait un taux de croissance, je crois, de 2,3 ou quelque chose de ce genre. On pourrait atteindre les 2,5, sinon plus. Alors maintenant, la question, pourquoi ça s'est fait? D'abord, grâce à l'or. Parce qu'il faut savoir quand même que l'or, c'est les 3/4 de nos exportations, c'est le quart du budget national, et que le cours de l'or s'est très bien tenu au cours de ces 3 dernières années. Perspective intéressante, c'est qu'elle va, à mon avis, le cours de l'or va se maintenir de plus en plus pour la simple raison que la Chine et la Russie sont en train d'acheter beaucoup d'or, on ne sait pas pourquoi. Peut-être pour faire une monnaie concurrente. Pour votre dernière question de l'émission. Ah bon? Monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui disent que la résilience expérimentée avec les sanctions de 2021 font que le Malien lambda se met dans une prédisposition? Qu'est-ce qui peut nous arriver encore? Parce qu'on a frôlé encore des sanctions pour le 1er janvier. Donc les gens sont dans cette disposition. Est-ce que la CEDEAO pourra nous couper l'oxygène? Est-ce qu'il faut œuvrer à agir dans cette dynamique? Non, Bruno, excusez-moi, on se connaît, j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais votre discours est dangereux. C'est ce que je ne fais que relayer. Non, votre discours est dangereux. Parce que... Et quoi? Dangereux. Parce que laissez croire... J'en termine, non, oui. Laissez croire aux gens que nous sommes le centre du monde, que nous pouvons redéfinir même toute la politique africaine par rapport à l'Occident est un leurre total. N'oubliez pas que nous sommes le 5e pays le plus pauvre du monde. N'oublions pas que notre économie est extravertie, que nous importons tout. Nous importons tout. Nous importons les denrées alimentaires, nous importons les hydrocarbures. Oui. Et nous dépendons de l'extérieur pour la vente de l'or et du coton. Donc, venir nous faire croire qu'on est le centre du monde et que nous, on peut taper de la poitrine, c'est faire la même erreur qui est arrivée à nos grands empereurs. Et l'empire du Mali a sous-estimé l'adversité, a pensé à un moment qu'ils pouvaient tout se permettre, et c'est ça qui explique le déclin du Mali. Donc que Dieu nous en préserve. N'essayez absolument pas à faire croire que nous seuls nous pouvons. Ce n'est pas possible. Nous devons composer avec le monde tel qu'il est. Et nous devons parvenir à tirer profit de ça. Et
Mon cher, tu étais à Lomé, tu vois ce qui se passe. Au Bénin tout près, tu vois ce qui se passe. Je ne veux même pas citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres. Même malgré ça, les Maliens se mais disent... non, les Maliens beaucoup de Maliens se disent que parlons des Maliens. Les sanctions ne nous tuent pas. On a pu résister, on peut encore résister. Est-ce que vous connaissez les Maliens? Dites-nous. Oh non. Parce qu'en réalité, si vous permettez une minute. Malheureusement, allez-y, une minute. Je vais vous donner une belle leçon à Tété. Oui. Elle est rentrée d'une mission de la Chine. Il y a certains amis qui sont venus me voir et me disent mais il faut que tu parles à ton grand frère parce qu'il faut qu'on change. Il y a des gens qui commencent à douter de nous, il faut que. etc. Vous connaissez la musique. Moi j'ai dit bon, je ne peux pas parler comme ça au président, mais lui-même m'a donné l'occasion. C'est son conseiller spécial. Elle en a parlé. Et puis j'ai dit, mais il paraît que les Maliens commencent à se plaindre. Il dit, tu connais les Maliens? Il a sorti un cahier, il a appelé un certain Amadou Amopti. Ils ont parlé de filets, d'agriculture, il a appelé un autre à Sigasso. Un citoyen lambda, quoi. Il avait à peu près 200 noms dans son cahier. Et à chaque fois, il consultait ces gens. C'est ça les Maliens. Les Maliens ne sont ni avec la transition, dans leur majorité, ni contre la transition. Les Maliens, dans leur majorité, se battent contre l'enfer du quotidien. Et s'il vous plaît, n'allez pas dire à ces gens-là qu'on peut tout faire. Ce qui a été fait déjà est très bien. On a retrouvé une certaine fierté, c'est bien. Mais il faut qu'on tienne compte des réalités. Et pour terminer, il faut avoir le courage de faire ce qu'on doit faire et avoir la sagesse d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Chana, pour la dernière question de l'émission. Monsieur le ministre, vous êtes un personnage politique, je l'ai dit à l'entame de l'émission, un personnage hybride d'ailleurs, un grand technocrate aussi politique. Vous avez des ambitions, vous aimez le pays, vous voulez que les choses bougent. Et la seule manière de pouvoir faire bouger les choses, c'est d'avoir les leviers pour décider. Est-ce que jusqu'à présent, vous gardez intactes vos ambitions qui consistent à diriger un jour le Mali? Alors, ça c'est une question sans réponse pour moi, je vais vous dire pourquoi. Moi j'ai beaucoup réfléchi sur les solutions. Les solutions, ça je pense que dans une équipe, parce que ce n'est pas un homme providentiel, c'est une équipe. Et moi je ne suis pas dans une équation binaire 0 ou 1. C'est-à-dire c'est moi premier et puis tout, sinon il n'y a rien. Non. Moi je cherche à constituer une équipe avec certains. Et c'est cette équipe gagnante-là, un dream team qui peut sortir le Mali. Donc oui, de ce point de vue, les ambitions sont intactes. Maintenant, pour ce qui est de la présidentielle, moi j'ai dit que ça, je laisse entre les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait ça en réalité. Si Dieu décide que ce serait moi, mais Chana, je serais très content d'échanger souvent avec toi et de faire en sorte qu'il y ait un débat et qu'on me critique. Mais vous serez candidat alors? Non, je ne dis pas ça pour le moment. D'accord. Parce que moi, vous savez, on dit que s'il y a une fête, que vous sortez à danser avant le patron, avant le roi, si le roi sort, vous allez danser une deuxième fois. Donc c'est trop prématuré de parler de candidature. Il faut que je vois de quoi demain serait fait pour peser le pour. C'est sur cette sagesse malienne que nous allons mettre un terme au débat pour le compte de cette audience. Monsieur le ministre, le jury va à présent se retirer pour vous fixer sur votre sort. Bruno, nous sommes dans les secrets de la délibération. Moi, je tombe d'admiration. Je suis séduit par la suite dans les idées. Pas parce que vous avez tous été à Lomé au même moment. Non. C'est lors de mes vacances que je me suis rendu. Ce qui est bien précis pour notre C'était une visite de courtoisie, comme ça. Donc j'ai été, par rapport à l'argumentaire, par rapport à la suite dans les idées, le courage, il n'a pas fait de langue de bois. Je vais pas être dans la laudation, mais je crois franchement que voilà des ressources rares dont le Mali a besoin. Il faut simplement la quitter. Ça, c'est ce pourquoi je plaide. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettez d'abord de profiter de ce micro pour apporter notre soutien, mon soutien, le soutien du grand jury à notre confrère sénégalais Pape Alé Niang de Dakar Matin,
dont le jour serait aujourd'hui en danger. Il est emprisonné, pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a escroqué, pas parce qu'il a violé quelqu'un, mais tout simplement parce qu'il a pratiqué son métier de journaliste. On lui reproche d'avoir divulgué des secrets d'État. Il avait même bénéficié d'une liberté provisoire. Et selon la justice, il n'a pas respecté les conditions de ce contrôle judiciaire. Il est aujourd'hui en prison en grève de faim. Donc nous interpellons le président sénégalais pour qu'il libère notre confrère. Nous joignons notre voix à celle de nos confrères du Sénégal qui se battent tous les jours pour la libération de ce confrère brillant qui est très suivi, très écouté au Sénégal. Le Sénégal est une vitrine démocratique. Le Sénégal est un exemple au point de vue de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Oui. Donc nous nous devons de soutenir ce confrère. Cela dit, pour revenir maintenant... Oui, avant de revenir, nous présentons nos condoléances également à la famille de Ahmed Kourouma, qui est également notre confrère, qui a quand même décédé en Guinée. Paix à son âme. Et dans la même veine, avant de venir au verdict, un habitué du plateau, Dr Soumaré, a perdu sa maman. Vraiment, nous lui présentons toutes nos condoléances. C'est un habitué du plateau que vraiment... que le paradis soit sa dernière demeure. Cela dit, maintenant, pour revenir au verdict, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, je vois votre regard déjà. Peut-on condamner Ahmed Sow? Docteur Ahmed Sow. Peut-on condamner Docteur Ahmed Sow pour les idées véhiculées ce soir? Peut-on le condamner pour avoir dit des vérités? Monsieur le Président, peut-on le condamner parce qu'il est l'un des rares intellectuels, c'est-à-dire qu'il ne parle pas en pro-transition, en contre-transition, il parle en intellectuel rigoureux. Il ne parle pas en politique. Les politiques, souvent, c'est pour contre. Mais c'est l'intellectuel rigoureux que moi j'ai vu ce soir, qui apprécie les bons actes de la transition, qui dénonce ce qui ne va pas, qui dit ce qui ne va pas, qui donne sa vision de certains concepts, dont la souveraineté, une souveraineté mal comprise dans ce pays. Il a sa conception de souveraineté et nous attendons notre débatteur pour venir nous dire aussi ce qu'ils entendent par souveraineté. Très honnêtement, nous ne pouvons pas condamner monsieur Docteur Ahmed Sow parce qu'il a donné des propositions. Il a expliqué, il a parlé d'actes concrets qui parlent plus que le discours, plus que la phraséologie. Plusieurs fois, il parle d'actes concrets. Et par rapport aux militaires ivoiriens également, il a dit ce qu'il pense, il a dit ce qu'il souhaite. Nous ne pouvons pas condamner un monsieur comme Docteur Ahmed Sow, Monsieur le Président. Je pense que vous suivez mon regard et vous devez décider de ce qui doit lui arriver. Je n'ai aussi aucune envie de me détourner de ces regards au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables. Je sais que Abdelrahmane Keïta, là où il est, il va bien entendu comprendre le bien fondé du jugement, du verdict qui sera rendu. Monsieur le ministre, au bénéfice donc de ces deux réquisitoires largement favorables à un acquittement, il me plaît de vous libérer des liens de l'accusation. Par conséquent, vous n'allez pas attendre une grâce présidentielle. Vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous tous. Et c'est l'occasion rapidement aussi de présenter mes voeux à vos téléspectateurs et à vous-même, que l'année 2023 soit une année de paix pour le Mali, de stabilité, de relance économique. Et je voudrais simplement dire aussi que tous les Maliens devraient s'impliquer dans les prochaines élections parce qu'il y va de notre avenir. D'accord. Bonne heureuse année. Vous avez adressé à une personnalité. Non, bonne heureuse année à tous. Bon, nous avons des fidèles quand même. Bon, vraiment, je pense que c'est aussi une opportunité de présenter nos meilleurs vœux aux téléspectateurs. Tous les jours, nous nous invitons dans leur salon. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, nous demandons
Nous leur souhaitons les meilleurs vœux de paix, de prospérité, de longévité. Et nous leur demandons également d'être tolérants, de nous comprendre. Je reçois beaucoup de fils, nous sommes souvent apostrophés dans les rues. Positivement et souvent sur les réseaux, même négativement, parce que souvent les gens ne comprennent pas mon sang chaud, ils pensent que je suis énervé. C'est ma nature. Et je voudrais également profiter parce que chaque fois que je suis absent, je reçois des coups de fil, des messages, on ne t'a pas vu. À partir de ce soir, je quitte le plateau pour aller à l'aéroport. Je vais voyager pour quelques semaines. Donc que les téléspectateurs s'attendent à mon absence pour quelques semaines. Bon voyage. V pour V, je souhaite bonne et heureuse année également 2023 à la dynamique équipe dirigeante de la Caisse malienne de sécurité sociale. Monsieur le ministre, merci d'être passé. Merci beaucoup. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité Dr Ahmed Sow. Il est ancien ministre, aujourd'hui expert international. Au revoir.